Bienvenue dans Hors du Ring, le podcast de tous les combats 100% féminins. Que tu sois une combattante dans la cage, sur le ring ou dans la vie, parfois c'est dans ta tête que ça cogne fort. Si tu traverses des doutes, des remises en question, si t'en as marre de lutter en silence, si tu veux enfin comprendre ce qui se joue en toi avant, pendant ou après le combat, alors ici, t'es au bon endroit. Ici, tu peux déposer les armes, les gants, respirer et reconnecter avec la force que t'as peut-être oubliée. Je suis Mathilde Declercq, préparateur mental, et dans chaque épisode, je t'aide à transformer ton chaos personnel en puissance intérieure. Bonjour Clotilde, merci, Bonjour. merci d'être ici. C'est un épisode un peu particulier pour moi aujourd'hui, parce que je suis avec donc toi, Clotilde Delben, double championne de France, vice-championne du monde, mais aussi j'ai la chance de t'accompagner dans ta préparation mentale. Donc je suis très touchée que tu sois là et je te remercie de faire cette interview. Alors on va parler de ce que les gens ne voient jamais, c'est-à-dire ton parcours, ton évolution mentale, ta façon de gérer les moments clés dans un combat. Alors merci d'être là, surtout juste avant ton combat, car dans quelques heures, tu vas affronter... Jasmine Anad. D'accord, ok. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, et qui vont te découvrir aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter en 1 minute ? Alors moi je m'appelle Clotilde Delben, j'ai 25 ans, je suis infirmière initialement et à mes heures perdues je suis boxeuse professionnelle, donc double championne de France des poids coqs et vice-championne du monde WBC des moins de 25 ans dans la catégorie des poids mouches. Alors, avant la boxe, j'ai vu que tu avais un parcours très riche. Tu as fait beaucoup de danse, mais aussi tu as fait de la gym, il me semble, ou de la natation. Qu'est-ce que t'ont apporté ces disciplines pour devenir l'athlète que tu es aujourd'hui ? Ça m'a appris la rigueur, voilà, justement d'avoir eu de la discipline et d'être à fond dans mon sport. En fait, j'ai toujours été dans le sport depuis toute petite. D'accord. Et comment t'es arrivée à l'anglaise, du coup ? Alors, initialement, je faisais de la danse classique et c'est ma mère qui a inscrit mon petit frère à 6 ans, elle l'a inscrite à la boxe. Et donc, avec ma sœur, on s'est dit, on va y aller pour voir comment ça se passe. Donc, j'ai poussé les portes d'une salle de boxe quand j'avais 13 ans. Pour moi, il était hors de question de monter sur le ring. Et puis, en fait, ça a été un gros coup de cœur sur les entraîneurs, sur l'ambiance générale de la salle, sur les sports, sur les valeurs de ce sport. Et j'ai tout plaqué et je me suis consacrée que à ça. Quand tu as mis les gants pour la première fois, quel a été ton plus grand défi ? Alors ça a été un grand défi mental, physique, technique, tout. Parce que vas-y, raconte. C'était une catastrophe. Il faut savoir, pour ma première année de boxe anglaise, donc je faisais toujours de la danse à côté. Et donc pour faire de la boxe, il faut se consacrer qu'à ça. Et donc j'avais un niveau très très médiocre. Je me prenais des grosses raclées pendant les entraînements. Ma mère, elle voulait plus que j'y aille, alors j'y allais un peu en cachette. Ça a été très compliqué la première année et donc j'ai décidé de tout arrêter. J'ai arrêté tous les sports à côté et je me suis consacrée que à ça, avec 3 à 4 entraînements par semaine. Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là, quand tu t'es dédiée vraiment qu'à la boxe ? Déjà, je voulais au moins gagner une seule fois parce qu'en boxe éducative, j'ai commencé qu'avec des défaites. Et donc voilà, l'objectif, c'était au moins de gagner un seul assaut. Déjà, l'objectif, c'était ça, c'était au moins d'avoir une victoire. Et apparemment, il y a plein d'anecdotes Oui, sur tes débuts de boxeuse. Oui. Donc j'ai décidé d'arrêter la danse classique. Je faisais quand même 1 heure de danse plus de la boxe. Et en fait, ça a été une catastrophe. Vraiment, mes débuts, c'était une catastrophe. Je perdais tout le temps. En fait, j'enchaînais les défaites. Je disais toujours, on se déplaçait. Donc toujours avec ma famille, toujours tous les 5, on se déplaçait pour aller boxer les week-ends. Et je disais, de toute façon, je vais perdre. Et c'était vrai. Le pire, c'est que c'était vrai, c'est que je perdais à chaque fois. Et après, j'ai décidé d'arrêter la danse complètement pour me consacrer qu'à la boxe. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ma première victoire. Donc déjà, ça a été la fête parce que c'était vraiment, je crois que ça faisait 6 assauts que je perdais d'affilée, quoi. Mm-hmm. Et donc quand j'ai gagné, ça a été la suite, ça a été que des victoires, quoi. Après, je suis vite passée amateur et voilà, on a enchaîné le parcours. D'accord. Et ces défaites, pourquoi tu perdais à ton avis ? Déjà, il y avait un manque d'entraînement. Déjà, forcément, nous, on avait 3 entraînements par semaine. Moi, j'y allais qu'une fois. Puis voilà, j'étais pas du tout destinée à ça. Mais c'est vrai que les entraîneurs avaient quand même décelé cette rage que j'avais.
Parce que pour une petite anecdote, c'est que moi j'étais encore en boxe éducative et j'ai accepté c'était une démonstration dans un combat amateur contre une fille qui était championne de France cadette. Donc mon entraîneur, je ne sais pas si c'était sur le ton de la rigolade ou quoi, il me demande si je veux boxer, faire une démonstration contre elle. Donc moi j'accepte tout de suite dans le dos de maman. C'était qui? C'était Léna Déon. Et donc qui était dans un club voisin. Donc on voulait faire une démonstration durant le gala qu'ils organisaient. Donc moi j'accepte dans le dos de ma mère parce qu'elle voulait que j'arrête la boxe parce que c'était trop violent et que je perdais tout le temps. Et donc moi je décide de faire ce combat-là. Donc après maman l'a su, donc j'ai été punie de téléphone. Mais en tout cas voilà, j'avais relevé le défi. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 13-14 ans. Ah ouais. oui, déterminée à 13 ans. Ah quoi. oui, ouais. On travaille maintenant ensemble depuis quelques mois. Et je suis curieuse que tu partages ton point de vue d'athlète. Pour toi, aujourd'hui, la préparation mentale, ça représente quoi pour toi dans ta performance ou même dans ta vie quotidienne en fait? En fait, elle est primordiale. Moi, j'ai longtemps un peu banalisé. Je trouve qu'on banalise un petit peu la préparation mentale dans une préparation d'un combat. Et alors qu'elle est très très importante, moi je vois la différence depuis quelques mois qu'on travaille ensemble, que ce soit dans ma perception de la boxe ou dans ma perception de la vie de tous les jours. Et je vois une grosse différence et je ne changerai ça pour rien au monde. Quels sont les outils mentaux que tu utilises toi aujourd'hui? Alors moi je fais beaucoup de visualisation pendant mes prépas. Je vais par exemple marcher, je mets un casque avec de la musique et là je fais de la visualisation. Je vais travailler aussi un peu de méditation avec ton aide d'ailleurs, chose que je ne faisais pas. Et aussi de travail de respiration aussi qui est très très important, chose que je ne faisais pas non plus. Donc j'ai mis ça dans ma routine quotidienne. Super. Et moi je vois une réelle différence dans ma prépa pour ce combat de ce soir. Donc cette respiration, ça t'a amené quoi? Du calme et de la sérénité. Super. Vraiment, j'utilise vraiment ça quand je vais avoir une petite période de doute, une période de stress, et ça va me permettre de me recentrer. Hop, et le stress, il part, et voilà, on reste focus sur l'objectif qui est la victoire, et de faire un beau combat. Tous les athlètes ont évidemment des moments de doute et des moments de peur, c'est humain, hein, c'est normal. Comment tu gères toi maintenant ces moments-là, pendant ta préparation ou le jour du combat? Là, pour le coup, ces derniers jours, par exemple, où le stress il commence à arriver avec la pesée, avec le combat, etc., moi, je vais beaucoup marcher. Je vais beaucoup marcher avec de la musique et c'est là que je mets de la bonne musique déjà. Et je pense à chaque moment de la soirée, que ça va être la pesée, ça va être l'arrivée au vestiaire et ça me met en confiance et après tous les doutes partent. Je travaille aussi quand avant de me coucher par exemple, un peu de méditation pour éviter de dormir avec un stress ou une boule au ventre. Alors c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une athlète 10 minutes avant de monter sur le ring? Alors moi pour ma part, je suis impatiente de monter sur le ring. Moi, en plus, j'ai quand même une team qui me monte à bloc. Et donc, en fait, je suis comme un lion en cage. J'attends qu'une chose, c'est qu'on m'appelle et que je monte. C'est les 10 minutes les plus longues, je crois, de ma vie. Parce que j'ai qu'une hâte, c'est de monter dans le carré, quoi. Monter sur le carré. Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Le lion en cage, il fait quoi? Je bouge. J'ai même du mal à faire. On va faire un petit peu pour monter un petit peu la pression, le cardio, au travail de pattes d'ours. J'arrive même plus quoi, parce que je dis non, c'est bon, allez, on y va. Donc j'attends dans le couloir et j'arrive plus à tenir en place. Est-ce que tu as un mot ou une phrase ou un geste qui te remet dans un bon état mental quand la pression commence à monter justement? Alors moi, je me dis tout le temps, je suis prête. Voilà, c'est beaucoup aussi avec ma maman qu'on se dit je suis prête, t'es prête, je suis prête. Ça, c'est vraiment dans le vestiaire. Et après, quand je monte sur le ring, par contre, là, j'ai un rituel, mais je fais ça tout le temps, que ce soit pour des sparring ou pour des combats. Donc, arriver sur le ring, il faut que je m'étire les bras. Et ensuite, il faut que je fasse 2 sauts. 2 sauts pour préparer les jambes. Et je claque mes gants 2 fois. D'accord. Je me claque un peu la tête et hop, c'est parti. Et je fais tout le temps la même chose. Alors, des fois, ça impressionne un peu en sparring, par exemple. Les gens me regardent, mais en fait, ça me permet d'être dedans. Oui, c'est ton rituel. Ouais, et je le fais tout le temps.
Il y a un moment où forcément, il y a eu un combat qui a été plus douloureux que les autres. Ça se mettait pas en place comme tu le souhaitais. Est-ce que tu peux nous donner un exemple quand ça t'est arrivé? Comment tu l'as traversé? Alors, donc c'était pour ma première défaite. Donc c'est pas parce que c'était une défaite, hein, c'est pas du tout ça. Donc c'était il y a 3 ans. C'était une date où personnellement, j'avais pas forcément envie de boxer à cette date-là. Il y avait quelque chose dans ma famille où, voilà, cette date, il fallait pas que je boxe cette date-là. Donc j'ai quand même accepté le combat et en fait, je fais un combat où je suis totalement absente. Mon mental n'était pas du tout avec mon corps. Mhm. Et je passe à côté du combat, mais vraiment, je passe totalement à côté. On m'annonce perdante. Pour moi, de toute façon, mon entraîneur me dit qu'on mérite un match nul, mais dans tous les cas, peu importe l'issue, je suis passée à côté du combat. Et là, ça a été dur, puisque c'était un mois avant les championnats de France, donc c'est vrai que ça a été une défaite au départ qui a été dure à digérer. Mais je me suis vite remis en question, j'ai regardé ce qui n'allait pas, j'ai changé beaucoup de choses, et hop, on est allé de l'avant. Donc au final, cette défaite, mentalement, elle a été dure sur le moment, et en fait, ça a été un point d'appui pour avancer, et ça a été un tournant dans ma carrière. Ça t'a permis de trouver des axes d'amélioration. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on a été, juste après, on est champion de France, quoi. Donc c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Chez l'adversaire en plus. Super. Donc en fait, cette défaite, oui, sur le coup, ça a été compliqué, ça a été dur. Mais voilà, l'objectif, c'était le championnat de France. Donc je suis vite passée à autre chose. J'ai vu les axes d'amélioration qu'il y avait à avoir. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ta préparation ces derniers mois? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Ce qui m'a le plus aidé, c'est, je pense, de notre travail ensemble. Parce que voilà, une préparation physique, je sais la faire. Une préparation technico-tactique, je sais la faire. Mais une préparation mentale, je ne savais pas la faire. On a beau regarder des vidéos YouTube, etc. C'est pas du tout la même chose que travailler avec une personne comme toi, avec un spécialiste. Et je vois vraiment la différence, même dans la gestion des entraînements, dans la gestion de la prise de confiance en soi. Et moi, ça a été vraiment un élément très important dans ma prépa de ce combat-là, en tout cas. Après un combat, victoire ou non, c'est quoi ton rituel mental pour redescendre, analyser et repartir de plus belle derrière? Alors, moi, je reste en petit comité avec ma famille. On va prendre un repas ensemble. On va regarder souvent, soit on regarde le combat le soir ou alors le lendemain matin autour d'un bon petit-déj. Peu importe l'issue du combat, on fait tout le temps la même chose. Voilà, je suis avec ma maman, mon deuxième papa, mon frère et ma sœur. On est tous les 5 et c'est ce moment-là, on est tout le temps tous les 5. Et en fait, on fait toujours la même chose, qu'on gagne ou qu'on perde, on est tout le temps tous les 5. Famille soudée. C'est ça, Super. très soudée. Si tu devais donner un conseil mental à une jeune combattante ou un jeune combattant qui va faire son premier combat, tu lui dirais quoi? C'est d'avoir confiance en soi. De pas avoir de doute. Que si un entraîneur, il le fait monter sur le ring, c'est qu'il est prêt. Donc, il ne faut pas douter et ne surtout pas se préoccuper du regard des autres. Parce que ça, maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., on le voit. Des boxeurs qui appréhendent justement le regard des autres. Mais en fait, moi, je leur dis tout le temps, mais il ne faut pas se préoccuper du public, il ne faut pas se préoccuper de ce que les gens vont penser. Il faut vraiment penser que à son combat et à soi. Comment toi, t'en es arrivé là, à dépasser le regard de l'autre? Alors ça a été très compliqué, c'est un chemin qui a été très très long et encore je travaille encore dessus parce que c'est pas simple tous les jours, mais ça a été depuis qu'on travaille ensemble que ça a été vraiment, ça a vraiment changé parce que c'est quand même compliqué donc comme j'ai dit avec les réseaux sociaux par exemple, les critiques, parce qu'on peut pas empêcher les gens de porter un jugement, donc des fois c'est compliqué mais il faut savoir aller de l'avant et se dire on s'en fiche, on s'occupe de soi et pas des autres. À quel moment tu sais que ton mental, il est en place? C'est quoi ton signe à toi? C'est quand j'ai pas de doute. Quand j'ai aucun doute, quand j'ai que confiance en moi, en ma prépa, là je sais que je suis prête. Mentalement, physiquement, la totale. Et ton mental de boxeuse, est-ce qu'il te sert dans ta vie d'infirmière?
Oh bah oui, 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 bah, ils mettent dans la vie de tous les jours. Parce que voilà, hein, c'est vrai qu'être infirmière, c'est pas un métier facile. Mais voilà, ça me permet d'être disciplinée, d'être rigoureuse, d'être bienveillante. Même si je suis boxeuse, je soigne les gens. Mais voilà, c'est vrai que mon mental de boxeuse, ça m'aide beaucoup dans mon métier aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à de jeunes boxeuses, boxeurs qui rêvent un jour d'être à ta place et d'avoir de belles ceintures? De croire en ses rêves et que le travail paye toujours. Ça, c'est vraiment la phrase parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais pas du tout destinée à être double championne de France, vice-championne du monde, à faire mon 14e combat pro ce soir. C'était pas du tout ma destinée. Et au final, de croire en soi, de croire en ses rêves, d'être portée par ma famille aussi et de travailler, le travail paye toujours. Et ben, on arrive à faire de grandes choses. L'entourage compte beaucoup aussi. Ah oui. Pour moi, oui. Que ce soit ton entourage sportif ou familial. Ah oui, moi, je ne peux pas boxer sans ma famille avec moi. On a toujours des petits rituels et je ne peux pas boxer sans eux, c'est pas possible. À ton avis, pourquoi on voit moins de combats féminins à la télé que des combats masculins? Parce que je pense que les combats masculins, ils attirent plus. Parce que les gens ont un a priori sur la boxe féminine, sur les combats féminins. Et les mentalités, elles ont du mal à bouger. À bouger, ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit majoritairement des combats masculins que féminins. Et c'est fort dommage, parce oui. que quand on regarde les boxeuses aujourd'hui, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise, elles envoient sacrément du lourd et du pâté. Bah oui, on peut le voir aussi avec Katie Taylor et Serrano. C'est un des combats, ça a été une trilogie qui a été énormément médiatisée. Voilà, c'est des soirées qui sont passées sur Netflix. Et donc d'ailleurs, ils ont fait que des combats féminins sur cette soirée-là. Je crois que ça a fait quand même pas mal de bruit et c'est dommage que ce soit pas davantage mis en lumière. Mais il me semble qu'il va y avoir encore sur Netflix à la fin de l'année, là au mois de décembre, une soirée spéciale féminine en 12 rounds de 3 minutes. Ils se mettent au même niveau que les hommes, justement. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui sont spécialisés pour les féminines ? Alors oui, donc moi j'en connais pas énormément en France, mais je vais donner l'exemple sur Paris de Manu à Garges-les-Gonesse. Il a été nommé 3 fois meilleur club féminin. Il y a une année où il a sorti 7 championnes de France amateurs. Donc ils font beaucoup de sparring, des journées sparring 100% féminin. Là ils organisent au mois de décembre un tournoi 100% féminin aussi. Voilà, c'est un club qui est énormément centré sur la boxe féminine. Ils ont quand même des boxeurs, avec notamment Bakary Diallo, qui a été champion IBO. Mais voilà, il met en avant énormément les femmes, et elles sont mamans d'ailleurs, femmes et mamans de leur club. Entraînement, maman, plus boulot, chapeau. ouais, franchement, c'est un club aux multiples casquettes. Bon, bah, espérons que d'autres clubs suivent, ce serait bien. Suivent le chemin. Ok. Je te remercie Clotilde d'être venue jusqu'à moi ce soir, surtout avant ton combat. Donc, merci à toi. Bonne dernière ligne droite pour ce soir. Merci. Puis je voudrais rajouter aussi par rapport à cette soirée, puisque notre club, donc le Boxing Club d'Épernay, donc il organise un gala où on est 2 combats féminins et 1 combat masculin. Génial. Voilà, donc en plus il y a un championnat de France féminin. Et aussi l'année dernière, le 30 novembre 2024, mon club aussi a organisé, il y avait 4 combats pro, 3 féminins et 1 combat masculin. Donc c'est vrai que j'ai parlé de Garges, mais il y a notre club aussi à Épernay où on essaye de mettre la femme à l'honneur. Eh ben, c'est super, bravo. Force à toi Clotilde pour ce soir. Merci beaucoup. Alors, petit update, quelques heures avant son combat, on parlait avec Clotilde, évidemment de son parcours et de ses objectifs. Et quelques heures plus tard, elle est montée sur le carré et elle a fait exactement ce qu'elle avait en tête. Elle a gagné. Elle a gagné mentalement et physiquement, alors bravo Clotilde. Je tenais aussi à remercier de tout cœur sa famille, son entraîneur Jérôme et Swad, qui m'ont accueilli avec chaleur et sincérité dans leur univers. Merci beaucoup. Alors si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin ou d'être accompagné, mes coordonnées sont dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.